Coucou, bienvenue sur le live. On va poursuivre la lecture du roman de Jules Verne, Claudius Bombarnac. On en est au chapitre 14. C'est le 6e live sur ce roman. Je lis 2 ou 3 chapitres par jour. Ce soir, ce sera peut-être que 2. Résumé vite fait de ce qui s'est passé dans les précédents chapitres. Donc, c'est notre ami Claudius Bombarnac, un reporter français qui travaille pour le magazine Le XXe siècle, qui est en voyage vers la Chine, où on l'envoie faire des reportages, des interviews. Et il voyage par le train, par le bateau. Là, il a pris un 2e train et il fait la rencontre de passagers tels que un Américain qui vend des fausses dents, une Anglaise qui vend des faux cheveux, un passager clandestin qui voyage dans une caisse à direction de la Chine où il va rejoindre sa fiancée. Et voilà. Donc, on en est au chapitre 14. Allez, c'est parti. Chapitre 14. Si les Russes avaient inutilement essayé, en 1870, de fonder à Tachkent une foire qui put rivaliser avec celle de Nijni-Novgorod, cette tentative devait réussir quelques 20 ans plus tard. Actuellement, c'est chose faite grâce à l'établissement du Transcaspien, qui raccorde Samarcande et Tachkent. Et non seulement les marchands avec leurs marchandises se sont dirigés en foule vers cette ville, mais les pèlerins y affluent avec leur attirail de pèlerinage. Et ce sera une procession, que dis-je, un exode bien autrement considérable à l'époque où les fidèles musulmans pourront se rendre à la Mecque en chemin de fer. C'est l'époque où on construit des chemins de fer. Fin 19e siècle. En attendant, nous sommes à Tachkent et l'indicateur ne porte que 2h30 d'arrêt. Pour sûr, je n'aurai pas le temps de visiter la ville qui en vaut la peine. Mais je l'avouerai, ces cités du Turkestan ont entre elles de nombreuses ressemblances, et qui a vu l'une a vu l'autre, à moins qu'on ne puisse aller jusqu'au détail. Bonsoir à Marvin. Après avoir traversé une campagne fertile où se balancent d'élégantes quenouilles de peupliers, après avoir longé des champs hérissés de vignes, côtoyé des jardins où les arbres fruitiers abondent, notre train s'est arrêté à la ville neuve. Chose inévitable depuis la conquête russe, je n'apprends rien au lecteur, il existe toujours 2 villes juxtaposées à Tachkent, comme à Samarcande, à Boukhara comme à Merv. Ici, la vieille cité a des rues tortueuses, des maisons de boue et d'argile, des bazars d'assez médiocre apparence, des caravansérails construits en briques séchées au soleil, quelques mosquées et des écoles aussi nombreuses que si le czar les eût décrétées par un ukaz, à l'imitation de ce qui s'est produit en France. Il est vrai, ce sont les écoliers qui font ici défaut, si ce ne sont pas les écoles. Quant à la population de Tachkent, elle ne diffère pas sensiblement de celle que nous avons rencontrée sur les autres parties du Turkestan. Elle comprend des Sartes, des Ouzbeks, des Tadjiks, des Kirghizes, des Nogaïs, des Israélites, quelques Afghans et Hindous, et, ce qui ne saurait étonner, des Russes, lesquels sont là comme chez eux. C'est peut-être à Tachkent que les Juifs sont réunis en plus grand nombre. D'ailleurs, c'est à partir du jour où cette ville eut passé sous l'administration moscovite que leur situation s'améliora absolument. De cette époque date la pleine liberté civile et politique dont ils jouissent. Je ne peux guère consacrer que 2 heures à visiter la ville, et ce que j'ai fait en reporter zélé, on n'a pas manqué de me voir flânant à travers le grand bazar, simple bâtisse en planches où s'entassent les étoffes d'Orient, les tissus de soie, la vaisselle de métal et des échantillons très variés de la production chinoise, entre autres des porcelaines d'une belle fabrication. Par les rues du vieux Tachkent, on rencontre un certain nombre de femmes. Il va sans dire qu'il n'y a plus d'esclaves en ce pays, au grand déplaisir des musulmans. À présent, la femme est libre, même en ménage. Aussi, me raconte le major Noltiz, un vieux turcomène disait-il un jour, c'en est fini de la puissance maritale, depuis qu'on ne peut plus battre sa femme sans qu'elle vous menace du czar.
C'est la destruction du mariage. Je ne sais si le beau sexe est encore battu, mais l'un des époux sait à quoi il s'expose quand il rosse l'autre. On ne bat plus sa femme. Le croirait-on, ces singuliers orientaux ne veulent pas voir un progrès dans cette défense de battre leurs femmes. Peut-être se souviennent-ils que le paradis terrestre n'était pas très éloigné. Un beau jardin entre le Tigre et l'Euphrate, à moins qu'il ne fût entre l'Amou et le Sir Daria. Peut-être n'ont-ils pas oublié que notre mère Ève habitait ce jardin pré-adamique, et que si elle eût été un peu battue avant sa première faute, elle ne l'aurait sans doute pas commise. Enfin, n'insistons pas. On a quelques remarques sexistes. Je n'ai point entendu, comme cela est arrivé à madame Ugefalvy Bourdon, la musique de l'endroit jouer les pompiers de Nanterre, au jardin de la résidence du gouverneur général. Non, ce jour-là, on jouait le Père de la Victoire. Et pour ne pas être absolument nationaux, ces airs n'en sonnent pas moins agréablement à des oreilles françaises. Nous avons quitté Tachkent à 11 heures précises du matin. Le pays à travers lequel s'allongent les rails du grand transasiatique est déjà plus accidenté. La plaine commence à onduler sous les premières ramifications du système orographique de l'Est. Nous approchons du plateau de Pamir. Toutefois, la vitesse normale s'est maintenue durant ce trajet de 150 km qui nous sépare de Kodjend. Une fois en route, ma pensée est revenue vers le brave Kinko. C'est le passager clandestin qui voyage dans sa caisse. J'ai été touché jusqu'au fond du cœur de son petit roman d'amour. Ce fiancé qui s'expédie, cette fiancée qui paiera le port. Le major Noltids, j'en suis certain, s'intéresserait à ces deux pigeons dont l'un est en cage. Il n'en voudrait pas trop aux fraudeurs de la compagnie. Il serait surtout incapable de le trahir. Aussi ai-je un vif désir de lui raconter par le détail mon expédition au fourgon de bagages. Mais ce secret ne m'appartient pas. Je ne dois rien faire qui puisse compromettre Kinko. Je me tais donc. Et la nuit prochaine, si cela est possible, j'essaierai d'apporter quelques provisions à mon colis. Disons mon colimaçon. Le jeune Roumain n'est-il pas dans sa boîte comme le colimaçon dans sa coquille, à cela près qu'il peut sortir. Nous arrivons à Kodjend vers 3 heures de l'après-midi. Le pays est fertile, verdoyant, soigneusement cultivé. C'est une succession de jardins potagers qui paraissent convenablement entretenus, d'immenses prairies semées de trèfles dont on fait annuellement 4 ou 5 coupes. Les routes avoisinant la ville courent entre de longues rangées de vieux mûriers qui amusent le regard avec leurs grimaçantes ramures. Bonjour élève Diane, ma chérie. Belle vidéo que t'as fait ce soir, avec le bol de cristal et Jérôme le poisson. Toujours les cités accouplées, l'ancienne et la nouvelle. À elles deux, qui ne comptaient que 30 000 habitants en 1868, elles en possèdent actuellement de 45 à 50 000. Est-ce l'influence du voisinage qui produit ces accroissements de natalité? Est-ce le prolifique exemple du céleste empire qui embrase la province? Non, c'est le progrès des transactions commerciales, l'affluence des mercantis de toute origine sur les nouveaux marchés. Je t'en prie. Notre halte à Kodjend a duré 3 heures. J'ai donc fait ma visite reporterienne, en me promenant sur les bords du Sir Daria, ce cours d'eau qui baigne le pied des hautes montagnes du Mogol Taou, est traversé par un pont dont la section médiane offre passage aux embarcations d'un certain tonnage. Le temps est très chaud. La ville étant protégée par son paravent de montagne, les brises des steppes ne peuvent arriver jusqu'à elle, et c'est une des plus étouffantes du Turkestan. J'ai rencontré monsieur et madame Caterna, enchantés de leur excursion. Le trial me dit d'un ton de bonne humeur. Jamais je n'oublierai Kodjend, monsieur Claudius. Et pourquoi n'oublierez-vous jamais Kodjend, monsieur Caterna? Vous voyez ces pêches, répond-il en me montrant un lot de fruits qu'il tient à la main. Elles sont magnifiques. Et pas chères, 1 kilogramme pour 4 kopecks, c'est-à-dire 12 centimes. Eh, répondis-je, cela tient à ce que la pêche n'est pas rare en ce pays. C'est la pomme de l'Asie, et c'est une de ces pommes-là que madame Adam a croquée. Alors je l'excuse, s'écrie madame Caterna, qui mordait à même une de ces savoureuses pêches. Tiens, j'ai acheté des pêches aujourd'hui.
Depuis Tashkent, le railway avait redescendu vers le sud dans la direction de Kodjend. Mais à partir de cette ville, il remonte à l'est dans la direction de Kokand. C'est à la station de Tashkent qu'il s'était le plus rapproché du transsibérien, et un embranchement en construction doit bientôt le relier à la station de Semipalatinsk, ce qui complétera en les réunissant les réseaux de l'Asie centrale et de l'Asie septentrionale. Au-delà de Kokand, nous allons prendre franchement vers l'est et courir par Marghelan et Osh, à travers les gorges du plateau de Pamir, afin de franchir la frontière turkesto-chinoise. À peine le train est-il en marche que les voyageurs occupent le wagon-restaurant, où je ne remarque aucun nouveau venu. Nous ne devons prendre d'autres compagnons de voyage qu'à Kashgar. C'est là que la cuisine russe fera place à la cuisine céleste. Et bien que ce nom rappelle le nectar de l'ambroisie de l'Olympe, il est probable que nous perdrons au change. Fulk et Frinel est à sa place habituelle. Sans aller jusqu'à la familiarité, il est visible qu'une étroite intimité, fondée sur la ressemblance des goûts et des aptitudes, existe entre Miss Horatia Bluett et le Yankee. Nul de nous ne met en doute que cela finisse par un mariage à l'arrivée du train. Tous deux auront eu leur roman en chemin de fer. C'est le passager américain qui vend des fausses dents et la passagère anglaise qui vend des faux cheveux. Ils ont l'air de se rapprocher. Franchement, j'aime mieux celui de Kinko et de Zinka Klork. Il est vrai, la jolie roumaine n'est pas là. Nous sommes entre nous, et par nous, j'entends mes numéros les plus sympathiques. Le major, monsieur et madame Katerna, le jeune Pan Chao, qui riposte par des plaisanteries très parisiennes au calembredaine du trial. Le dîner est gai et bon. Nous apprenons alors quelle est la quatrième règle formulée par Cornaro, noble Vénitien, dans le but de déterminer la juste mesure du boire et du manger. Pan Chao a poussé le docteur à ce sujet, et Chowking lui répond avec un sérieux véritablement bouddhique. Cette règle est fondée, dit-il, sur ce qu'on ne peut déterminer une même quantité de nourriture proportionnée à chaque tempérament, à cause de la différence des âges, des forces et des aliments de diverses sortes. Et pour votre tempérament, docteur, demande M. Katerna, que vous faut-il? 14 onces de solide ou de liquide. Par heure? Non, monsieur, par jour, répond Chowking. C'est à cette mesure que s'en tint l'illustre Cornaro dès l'âge de 36 ans, ce qui lui laissa assez de force de corps et d'esprit pour écrire son quatrième traité à 95 ans et pour vivre jusqu'à 102. Donc, d'après le traité de savoir-vivre, il ne faut pas beaucoup manger. Tiens Léo, toujours là tous les soirs. Salut. En espérant que vous avez tous passé une bonne journée. Je l'espère également. Rien de plus agréable que de causer devant une table bien servie. Mais n'oublions pas de compléter mes notes en ce qui concerne Kokand. Nous ne devons y arriver qu'à 9 heures du soir, et il fera nuit. Aussi ai-je demandé au major de me fournir quelques renseignements sur cette ville, la dernière de cette importance en Turkestan russe. Je le puis d'autant mieux, me répond le major, que j'y ai tenu garnison pendant 15 mois. Il est regrettable que vous n'ayez pas le temps de visiter cette cité, car elle est restée asiatique, et nous n'y avons pas encore accolé une ville moderne. Vous auriez vu là une place sans rivale en Asie, un palais de grand style, celui de l'ancien khan de Koudayar, situé sur un mamelon haut d'une centaine de mètres, et auquel le gouverneur a laissé son artillerie de fabrication Sarthe. On le considère comme une merveille, et je vous certifie que c'est à bon droit. Vous perdez là une rare occasion d'utiliser les mots les plus colorés de votre langue en décrivant la salle de réception transformée en église russe, un labyrinthe de chambres dont les parquets sont en bois précieux de Karagach, le pavillon rosé où les étrangers reçoivent une hospitalité vraiment orientale, la cour intérieure d'ornementation mauresque qui rappelle les adorables fantaisies architecturales de l'Alhambra, les terrasses aux vues splendides, les pavillons du harem où les 1000 femmes du sultan, sans de plus que Salomon, vivaient en bon accord, les façades de dentelle, les jardins entonnelés de vignes séculaires. Voilà ce que vous auriez pu voir.
Et ce que j'aurais vu par vos yeux, mon cher major. Mes lecteurs ne s'en plaindront pas. Je vous prie seulement de me dire s'il y a des bazars à Kokane. Une ville turkestane sans bazar, ce serait Londres sans dock, répond le major. Et Paris sans théâtre, s'écrie le trial. Jésus vous aime, merci Lux Brie. Pour rien au monde, je ne manquerai un de nos rendez-vous presque quotidiens. Ben là, ça fait 6 soirs de suite que je lis, je crois. Par contre, demain, il n'y aura pas de live. Ni après-demain. Oui, Kokane possède des bazars. L'un, entre autres, sur le pont du Soc, dont les 2 bras traversent la ville, et dans lequel les plus beaux tissus de l'Asie se paient en tillas d'or, qui valent 3 roubles et 60 kopecks de notre monnaie. Je suis sûr, Major, que vous allez me parler des mosquées après les bazars. Sans doute. Et des médressés. Assurément, monsieur le reporter. Mais ce sera pour vous apprendre que ces monuments ne valent ni les médressés, ni les mosquées de Samarcande ou de Boukhara. J'ai mis à profit la complaisance du major Noltitz, et grâce à lui, les lecteurs du XXe siècle ne passeront point pendant la nuit à Kokane. Je laisserai ma plume inonder de rayons solaires cette cité dont je ne dois entrevoir que la vague silhouette. Le dîner se prolonge assez tard et se termine d'une façon inattendue par l'offre que nous fait l'aimable M. Catarna de réciter un monologue. Et ouais, il y a d'autres choses à faire demain soir. Je laisse à penser si l'offre fut acceptée avec empressement. Notre train ressemble de plus en plus à une petite ville roulante. Elle a même son casino, ce dining car où nous sommes réunis en ce moment. Et c'est ainsi que, sur la partie orientale du Turkestan, à 400 km du plateau de Pamir, au dessert d'un excellent repas servi dans un salon du Grand Transasiatique, l'obsession fut dite avec un talent très fin, par M. Katarna, grand premier comique engagé au théâtre de Shanghai la saison prochaine. Samedi soir, peut-être, je ne sais pas. Un autre type de roman, déjà, faut qu'on termine celui-là. Tu n'aimes pas les romans d'aventure de Jules Verne? Monsieur, lui dit Pan Chao, tous mes compliments bien sincères. J'ai déjà entendu Coquelin cadet. Un maître, monsieur, un maître, répond monsieur Catarna. Dont vous approchez. Respectueusement, très respectueusement. Les bravos prodigués à monsieur Catarna n'ont pas eu le don d'émouvoir Sir Francis Trevelyan, qui s'est dépensé en exclamations onomatopiques à propos du dîner, qu'il a trouvé exécrable. Il ne s'est point amusé. Pas même tristement, comme ses compatriotes le faisaient déjà il y a 400 ans, ainsi que l'a remarqué Froissart. D'ailleurs, personne ne prend plus garde aux récriminations de ce gentleman grognon. C'est l'anglais qui est grognon. Le baron Westnitzer-Dorfer, lui, n'a pas compris un seul mot de ce petit chef-d'œuvre, et, eût-il compris, il n'aurait pu apprécier cet échantillon de la monologomanie parisienne. Quant au seigneur Faruscar et à son inséparable Ganguir, il semble en dépit de leurs réserves traditionnelles que les mines surprenantes, les gestes significatifs, les intonations cocasses de M. Catarna les aient intéressés dans une certaine mesure. Le trial l'a remarqué, et il est très sensible à cette admiration muette. Aussi, en se levant de table, me dit-il, il est magnifique, ce seigneur. Quelle dignité, quelle prestance, quel type de l'Extrême-Orient. J'aime moins son compagnon, un troisième rôle tout au plus. Mais ce superbe Mongol, Caroline, le vois-tu dans Morales des pirates de la savane? Morale des pirates de la savane? Pas avec ce costume, du moins, ai-je répondu. Pourquoi pas, monsieur Claudius? Un jour, à Perpignan, j'ai joué le colonel de Montéclin de la closerie des Genêts en tenue d'officier japonais. Et ce qu'il a été applaudi, ajoute madame Catarna. Pendant le dîner, le train a dépassé la station de Castacos.
situé au centre d'une région montagneuse. Le railway fait de nombreux détours en franchissant viaducs et tunnels, ce que nous reconnaissons au roulement du tapageur des wagons. Au roulement tapageur des wagons. Je vais être occupé, je essaye de revenir le plus vite possible. À bientôt. À bientôt, Léo. Peu de temps après, Popov dit que nous sommes sur des territoires du Fergana, nom de l'ancien khanat de Kokand, qui fut annexé à la Russie en 1876, avec les 7 districts dont il se compose. Ces districts, où les Sardes se trouvent en majorité, sont administrés par des préfets, des sous-préfets et des maires. Venez donc au Fergana pour y trouver tous les rouages de la Constitution de l'an 8. Au-delà, c'est encore une immense steppe qui s'étend devant notre train. Madame de Hugefali-Bourdon l'a très justement comparée à une table de billard, tant son horizontalité est parfaite. Seulement, ce n'est pas une bille d'ivoire qui roule à sa surface, c'est un express du Grand Transasiatique, avec une vitesse de 60 km/h. La station de Touchaï, laissée en arrière, nous entrons en gare de Kohan, à 9 heures du soir. L'arrêt doit durer 2 heures. Aussi descendons-nous sur le quai. Au moment où je vais quitter la passerelle, je m'approche du major Noltitz qui demande au jeune Pan Chao: Est-ce que vous connaissiez ce mandarin Yen Lu dont on ramène le corps à Pékin? En aucune façon, major. Pourtant, ce doit être un personnage considérable en s'en rapporter aux honneurs qui lui sont rendus. C'est possible, répond Pan Chao. Mais nous avons tant de personnages considérables dans le Céleste Empire. Et alors, ce mandarin Yen Lu, je n'en ai jamais entendu parler. Pourquoi le major Noltitz a-t-il fait cette question au jeune Chinois et à quelle préoccupation de son esprit répond-elle? Il s'agit du corps sans vie que l'on rapatrie en Chine. Apparemment, c'est un personnage important de Chine, mais on n'en sait pas plus. On a pu découvrir l'identité du monsieur de la caisse. J'ai manqué la lecture précédente. Oui, c'est un Roumain qui voyage clandestinement et qui va rejoindre sa fiancée à Pékin. Monsieur Claudius Bombarnac a fait sa connaissance hier. Mais il n'en a parlé à personne. Ça reste leur secret à eux deux. C'est la fin du chapitre 14. Chapitre 15. Kokand, 2 heures d'arrêt. Il fait nuit. La plupart des voyageurs, déjà installés dans les wagons pour y dormir, se dispensent de descendre. Me voici sur le quai où je fais les 100 pas en fumant. Cette gare est assez importante et son matériel va permettre de substituer une locomotive plus puissante à celles qui ont remorqué notre train depuis Uzunada. Ces premières machines suffisaient lorsque la voie courait à la surface d'une plaine à peu près horizontale. Mais nous sommes déjà engagés au milieu des gorges du plateau de Pamir. Il y aura des rampes d'une certaine raideur, ce qui nécessite une plus grande force de traction. Je regarde faire la manœuvre, et lorsque la locomotive a été détachée avec son tender, le fourgon de bagages, celui de Kinko, se trouve en tête du train. Kinko, c'est le nom du voyageur clandestin, qui voyage ainsi car il n'avait pas les moyens de se payer une place normale. Donc il voyage dans un colis. Bonsoir Farouk. Vous savez que vous pouvez revoir mes lives en replay sur YouTube. Comme ça, vous pouvez vous faire tout le roman en audiobook. La pensée me vient que le jeune Roumain va peut-être s'aventurer sur le quai. Ce serait une imprudence car il risquerait d'être vu des agents, sorte de gardovoy, qui vont, viennent, dévisagent les gens bel et bien. Ce que mon numéro 11 a de mieux à faire, c'est de rester au fond de sa caisse, ou tout au moins dans le fourgon. Je vais me procurer quelques provisions solides et liquides. Je les lui porterai, même avant le départ du train, si cela m'est possible sans craindre d'être aperçu. La buvette de la gare est ouverte et Popov n'y est pas. De me voir faire ses achats, cela aurait pu l'étonner, puisque le wagon-restaurant possède tout ce dont nous avons besoin.
un peu de viande froide, du pain, une bouteille de vodka. Voilà ce que m'a fourni cette buvette. La gare est un peu obscure. De rares lampes ne donnent qu'une faible lumière. Popov s'occupe de son service avec un des employés. La nouvelle locomotive ne manœuvre pas encore pour venir se placer en tête du train. Aussi le moment me paraît-il favorable. Inutile d'attendre que nous ayons quitté Kokane. Ma visite faite à Kinko, je pourrai au moins dormir toute la nuit, ce qui ne laissera pas de m'être fort agréable, je l'avoue. Je monte donc sur la plateforme et après m'être assuré que personne ne peut me voir, je pénètre à l'intérieur du fourgon en disant tout d'abord: C'est moi. En effet, il était prudent de prévenir Kinko pour le cas où il serait hors de sa caisse. Mais il n'avait pas eu cette pensée et je lui recommande une extrême circonspection. Les provisions lui font le plus grand plaisir, car elles varient un peu son maigre ordinaire. Je ne sais comment vous remercier, monsieur Bombarnac, me dit-il. Si vous ne le savez pas, ami Kinko, ai-je répondu, dispensez-vous-en, c'est plus simple. Combien de temps restons-nous à Kokane? 2 heures. Et quand serons-nous à la frontière? Demain, vers 1 heure de l'après-midi. Et à Kashgar? 15 heures après, au milieu de la nuit du 19 au 20. Là est le danger, monsieur Bombarnac. Oui, Kinko, car s'il est difficile d'entrer sur les possessions russes, il est non moins difficile d'en sortir lorsque les Chinois sont aux portes. Leurs agents nous examineront de très près avant de nous livrer passage. Toutefois, cette sévérité s'exerce sur les voyageurs et non sur leurs bagages. Or, comme ce fourgon est spécialement réservé à ceux qui sont expédiés à Pékin, je pense que vous n'avez rien à craindre. Donc, bonne nuit. Par précaution, je ne veux pas prolonger ma visite. Le passager clandestin Kinko a peur du passage de la frontière et de la douane. Il a peur qu'on ouvre sa caisse. Ça fait plaisir de pouvoir avoir accès à toute la lecture sur YouTube. Sur ma chaîne Prof Guillaume, j'ai fait une playlist sur ce livre, playlist qui est en cours. Et j'ai fait également le livre précédent de Jules Verne, je ne sais plus le titre. Il est en entier sur YouTube. Bonne nuit, monsieur Bombarnac. Bonne nuit. Je suis sorti, j'ai regagné ma couchette, et ma foi, je n'ai même pas entendu le signal du départ lorsque le train s'est mis en marche. La seule station un peu importante que le railway a desservie avant le retour du soleil est celle de Marghelan, où l'arrêt n'a été que de courte durée. Marghelan, ville populeuse, 60 000 habitants, est en réalité la capitale du Ferghana. Cela tient à ce que Kokane ne jouit pas d'une excellente réputation sous le rapport de la salubrité. La ville est, bien entendu, double, l'une russe, l'autre turcomène. Cette dernière, dépourvue de monuments antiques, n'offre rien de curieux et mes lecteurs me pardonneront de n'avoir point interrompu mon sommeil pour l'honorer d'un coup d'œil. En suivant la vallée de Shakimardan, le train a retrouvé une sorte de longue steppe, ce qui lui a permis de reprendre son allure normale. À 3 heures du matin, halte de 45 minutes à la station d'Osh. Là encore, j'ai failli à mes devoirs de reporter et je n'ai rien vu. Mon excuse est qu'il n'y avait rien à voir. Au-delà de cette station, la voie ferrée atteint la frontière qui sépare le Turkestan russe du plateau de Pamir et du vaste pays des Kara-Kirghizes. Cette portion de l'Asie centrale est incessamment tourmentée par le travail plutonien qui trouble les entrailles du sol. À plusieurs reprises, le Turkestan septentrional a subi de violentes secousses. On n'a pas oublié le tremblement de terre de 1887, et à Tachkent comme à Samarcande, j'avais pu voir des preuves de cette terrible commotion. En effet, de fréquentes oscillations, quoique peu sensibles, sont très régulièrement observées, et cette action volcanique s'exerce sur la longue faille où sont emmagasinés le pétrole et le naphte depuis la mer Caspienne jusqu'au plateau de Pamir. En somme, cette région forme l'une des plus intéressantes parties de l'Asie centrale qu'un touriste puisse visiter. Si le major Noltitz n'a jamais été au-delà de la station d'Osh, située au pied du plateau, il connaît ce territoire pour l'avoir étudié sur les cartes modernes et d'après les plus récents voyages. Parmi ceux-ci, je citerai ceux de messieurs Capus et Bonvalot, encore deux noms français que je suis heureux de saluer hors de France.
Le major est dès lors très désireux de voir par lui-même, et à peine est-il 6 heures du matin que nous sommes tous les deux postés sur la plateforme, notre lorgnette à la main, notre indicateur sous les yeux. Le Pamir, ou Bam Idounia, est communément appelé le toit du monde. De là rayonnent ces puissantes chaînes du Tian Shan, du Kuen-Luen, du Karakorum, de l'Himalaya et de l'Hindu Kush. Ce système orographique, large de 400 km, qui resta pendant tant de siècles une infranchissable barrière, a été vaincu par la ténacité moscovite. La race slave et la race jaune ont pris contact. Qu'on me passe un peu d'érudition à ce sujet. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui parle, c'est le major Noltitz. Les voyageurs des peuples aryens ont tous lutté pour reconnaître le plateau de Pamir. Là, on va avoir un peu d'histoire. Sans remonter jusqu'à Marco Polo, au XIIIe siècle, qui voyons-nous? Les Anglais, avec Forsyth, Douglas, Bidulph, Youngblood et le célèbre Gordon, morts dans les régions du Haut-Nil. Les Russes, avec Fetchenko, Skobelev, Prevalky, Gromtchevski, le général Pevtsov, le prince Galitzine, les frères Groom-Grijmailo. Les Français, avec d'Auvergne, Bonvallot, Capu, Papin, Breteuil, Blanc, Ridgway, O'Connor, Dutreuil, de Reims, Joseph Martin, Grenard, Édouard Blanc. Les Suédois, avec le docteur Sven Hedin. Ce toit du monde, grâce à ses explorations, on dirait que quelque diable boiteux l'a enlevé d'une main magique, afin d'en laisser voir les mystères. On sait maintenant qu'il se compose d'un inextricable enchevêtrement de vallées, dont la moyenne altitude dépasse 3000 mètres. On sait qu'il est dominé par les pics Gurumdi et Kaufmann, hauts de 22 000 pieds, et la pointe du Tagarma, haute de 27 000. On sait que de ce fait s'écoule le l'Oxus ou l'Amou Daria vers l'ouest, et le Tarim vers l'est. On sait enfin que sa charpente est principalement taillée dans la roche primaire, où foisonnent le schiste et le quartz, les grès rouges du terrain secondaire et le loess argile-sablonneux, dont la couche quaternaire abonde en Asie centrale. On a beaucoup de descriptions géographiques, tout ça pour dire que ce sont des montagnes. Les difficultés que le grand transasiatique a dû surmonter pour traverser ce plateau ont été extraordinaires. Ce fut un défi porté par le génie de l'homme à la nature, et la victoire est restée au génie. À travers ces passes en pente douce que les Kirghizes nomment belles, les viaducs, les ponts, les remblais, les tranchées, les tunnels ont concouru à l'établissement de cette voie ferrée. Ce ne sont que coups de brusques pentes qui exigent de puissantes locomotives. Ça et là des machines fixes pour haler le train accroché à des câbles mouvants. En un mot, un travail herculéen, supérieur aux travaux des ingénieurs américains dans les défilés de la Sierra Nevada et des montagnes rocheuses. Donc on nous dit que ça a été énormément de travail pour faire ces chemins de fer à travers les montagnes, pour aller de Russie en Chine. Salut Betefluglines. Bonne soirée Amar, merci. Salut Franck. L'aspect désolé de ces territoires est fait pour impressionner l'imagination. À mesure que le train gagne les hautes altitudes, en suivant le profil accidenté de la ligne, cette impression est plus vive encore. Pas de bourgades, pas de hameaux. Rien que des cabanes éparses où le Pamirien mène une existence solitaire avec sa famille, ses chevaux, ses troupeaux de yaks ou coutards, qui sont des bœufs à queue de cheval, ses moutons de petite race, ses chèvres à poils très épais. La mue de ces animaux est une conséquence naturelle du climat, et ils changent la robe de chambre de l'hiver pour la blanche fourrure de l'été. Il en est de même du chien, dont le poil devient plus clair à l'époque des chaleurs. Bonsoir tout le monde, Séverine Sophie. En remontant les passes, de larges brisures laissent parfois entrevoir le plateau à de longs et vagues reculs. En maint endroit se groupent les genévriers et les bouleaux, qui sont les principaux arbres du Pamir. Et sur les plaines ondulées foisonnent le tamarix, le carex, l'armoise, une sorte de roseau très abondant aux abords des dépressions remplies d'eau saline, et une labiée naine nommée tersken par les Kirghizes. Ça, c'est la végétation.
Le major me cite encore certains animaux qui constituent une faune assez variée sur les hauteurs du Pamir. Il est même nécessaire de surveiller la plateforme des voitures où pourraient s'élancer certains mammifères qui n'ont droit ni à la première ni à la seconde classe, entre autres des panthères et des ours. Pendant cette journée, nos compagnons se sont tenus à l'avant et à l'arrière des wagons. Quels cris retentissent lorsque plantigrades ou félins cabriolent le long de la voie avec des intentions qu'il est permis de suspecter. Plusieurs coups de revolver ont été déchargés, sans grande nécessité peut-être, mais ils amusent autant qu'ils rassurent les voyageurs. Ils ont croisé des ours et des panthères. Est-ce qu'on dit je t'ai supérieur ou je te suis supérieur? Je te suis supérieur. Je te suis. Dans l'après-midi, nous avons été témoins d'un magnifique coup de fusil qui a tué net une énorme panthère au moment où elle allait franchir d'un bond le marchepied de la troisième voiture. À l'époque de Jules Verne, on tuait les animaux comme ça. À toi, Marguerite, s'est écrié M. Caterna. Et pouvait-il mieux exprimer son admiration qu'en envoyant cette célèbre réplique de Buridan à la femme du dauphin, et non la reine de France, comme il est dit improprement dans le fameux drame de la tour de Nesle. C'est notre superbe Mongol auquel on est redevable de ce beau coup synégétique. Quelle main et quel œil, dis-je au major, qui ne cesse d'adresser au seigneur Faruscar des regards soupçonneux. Parmi les autres animaux de la faune pamirienne apparaissent aussi des loups, des renards, des bandes de ces moutons sauvages de grande taille. Moi j'ai un renard, ici, à cornes noueuses gracieusement recourbées, lesquels s'appellent arcars de leur nom indigène. Vers les hautes zones du ciel volent des gypaètes, des vautours. Puis, au milieu des tourbillons de vapeur blanche que notre locomotive laissait en arrière, s'entremêlent des nuées de corbeaux, de pigeons, de tourterelles et de bergeronnettes. Synégétique propre à la gestion de la chasse. Merci pour le vocabulaire. C'est vrai que je ne savais plus exactement ce que ça voulait dire. La journée s'écoule sans incident. À 6 heures du soir, nous avons franchi la frontière avec un parcours total de près de 2300 km enlevé en 4 jours depuis Uzun-Ada. 250 km au-delà, le train aura atteint Kashgar. Bien que nous soyons en réalité sur le sol du Turkestan chinois, ce sera seulement dans cette ville que nous passerons sous la coupe de l'administration chinoise. Le dîner terminé vers 9 heures, chacun s'étend sur sa couchette avec l'espoir, disons mieux la conviction, que cette nuit sera aussi calme que les précédentes. Elle ne devait pas l'être. Pendant les premières heures, le train a redescendu les pentes du plateau de Pamir à grande vitesse, puis il a repris sa marche ordinaire sur une longue voie horizontale. Il pouvait être 1 heure du matin environ lorsque je fus réveillé brusquement. En même temps, le major Noltitz et la plupart de nos compagnons sont tirés de leur sommeil. Des cris violents se font entendre à l'arrière du train. Que se passe-t-il? Aussitôt l'inquiétude de saisir les voyageurs. Cette inquiétude troublante et irraisonnée que provoque le moindre incident en chemin de fer. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Ces mots sont prononcés avec effroi de tous côtés et en diverses langues. Ma pensée est, tout d'abord, que nous sommes attaqués. Je songe au fameux Kitsang, le pirate mongol, dont j'ai si imprudemment peut-être sollicité la collaboration pour ma chronique. Un instant encore, et le ralentissement du train indique qu'il va s'arrêter. Popov, après être entré dans le fourgon, en ressort, et je lui demande ce qui est arrivé. Un accident, me répond-il. Grave? Non, une barre d'attache s'est brisée, et les 2 derniers wagons sont restés en détresse. Dès que le train est immobile, une douzaine de voyageurs, dont je suis, descendent sur la voie. À la lueur d'une lanterne, il est facile de constater que la rupture de la barre n'est point due à la malveillance. Mais il n'en est pas moins vrai que les 2 derniers wagons du train, le wagon funéraire et le wagon de queue occupé par l'employé aux bagages, sont en détresse. Combien de temps et à quelle distance, on l'ignore.
2 wagons sont détachés. Accident. Involontaire, apparemment. Il fallait entendre les cris des gardes persans chargés de convoyer le corps du mandarin Yen Lu, dont ils étaient responsables. Les voyageurs qui se trouvaient dans leur wagon et eux-mêmes ne s'étaient aperçus de rien au moment de la rupture. Lorsqu'ils ont donné l'alarme, il y avait peut-être 1 heure, 2 heures que l'accident s'était produit. Ah oui, ça fait longtemps qu'on a perdu les 2 wagons. Du reste, le parti à prendre est tout indiqué. Faire machine arrière et rebrousser le train jusqu'au wagon détaché. Rien de plus simple en somme, mais ce qui ne laisse pas de me surprendre, c'est l'attitude du seigneur Farusquiar en cette circonstance. En effet, c'est lui qui insiste de la façon la plus pressante pour qu'on agisse sans perdre un instant. Donc je rappelle que dans l'un des 2 wagons qui ont été détachés, il y a le corps, le cadavre d'un personnage important de Chine qui est rapatrié en Chine. Et Farusquiar, là, le seigneur Farusquiar, c'est l'homme qui est chargé de le surveiller. Il s'adresse à Popov, au mécanicien, au chauffeur, et pour la première fois, j'entends qu'il parle très intelligiblement la langue russe. Au surplus, il n'y a pas lieu de discuter. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité de rétrograder afin de rejoindre le wagon du mandarin et le fourgon des colis. Il n'y eut que le baron allemand qui tint à protester. Encore des retards. Sacrifier un temps peut-être long pour un mandarin défunt, on l'envoya promener. Quant à Sir Francis Trevelyan, il haussait les épaules. Il semblait dire: quelle administration, quel matériel, voilà des choses qui n'arriveraient pas sur les chemins de fer anglo-hindous. Le major Noltids est frappé comme je le suis de la singulière intervention du seigneur Farusquiar. Ce Mongol, d'habitude si calme, si impassible, avec son regard froid sous sa paupière immobile, il va-vient en proie à une sorte d'inquiétude furieuse qu'il paraît incapable de maîtriser. Son compagnon n'y met pas moins d'insistance que lui. Cependant, en quoi cela peut-il les intéresser que ces 2 wagons se soient détachés? Ils n'ont même pas de bagages dans le fourgon de queue. Est-ce donc feu le mandarin Yen Lu auquel ils se dévouent à ce point? Est-ce pour cette raison que dans la gare de Douchak, ils observaient si obstinément le wagon qui renferme le corps du défunt? Je le vois bien, le major trouve cette façon d'agir extrêmement suspecte et mystérieuse. Le train commence sa marche à reculons dès que nous avons repris nos places. Le baron allemand essaie de récriminer, mais le seigneur Farusquiar lui lance un regard si farouche qu'il ne s'expose pas à en recevoir un second, et retourne maugréé en son coin. Le petit jour s'annonçait vers l'est, lorsque les 2 wagons sont signalés à 1 kilomètre, et le train vient doucement les rejoindre, après 1 heure de marche. Le seigneur Farusquiar et Gandir ont voulu assister au rattachement des voitures, qui fut fait avec toute la solidité possible. Le major Noltids et moi, nous observâmes que tous 2 échangeaient quelques paroles avec les 3 autres Mongols. Après tout, il n'y a pas lieu de s'en étonner, puisque ce sont des compatriotes. Chacun remonte alors en wagon, et le mécanicien force de vapeur afin de regagner une partie du temps perdu. Néanmoins, le train n'arrive à Kashgar qu'avec un retard assez considérable, et il est 4h30 du matin lorsqu'il entre dans la capitale du Turkestan chinois. Fin du chapitre. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Ah, bonne nuit Diane. Merci. On va aller se coucher. Bien, c'était pas mal ces chapitres, il y avait un peu plus d'action. Résumé des 2 chapitres que je viens de lire. On arrive en Chine. Euh, c'est tout en fait, c'est tout ce qu'il y a à dire. De très très important. Voilà. On a perdu 2 wagons en route, mais on les a rattrapés. On les a récupérés. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Allez, bisous à tous. Nouchka, merci. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à tout le monde. Nous en sommes au chapitre 16. Le prochain live, ce sera pas demain. On est quel jour là? On est jeudi? Non, on est mercredi.
On est mercredi, donc ce sera pas jeudi. Ce sera pas vendredi. Peut-être samedi en live. Et ils savent peut-être où se trouve Feu le mandarin. Bah, et mais maintenant, il est dans le. Bah, on pense qu'il est toujours dans le wagon, qui vient d'être rattaché au train. Mais on ne sait pas vraiment qui c'est. On sait qu'il s'appelle, il s'appelle Yen Lu, mais on n'en sait pas plus. Ils sont au courant. Qui, oui, tout le monde est au courant que Yen Lu est dans le wagon mortuaire. Mais eux, ils ont l'air d'être au courant. Ah oui, oui, oui. Oui, ils savent pourquoi c'est si important de ramener ce corps en Chine. On le saura peut-être bientôt. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne nuit. Je n'ai pas suivi le début. Tous les lives sont en replay sur ma chaîne YouTube. Si tu veux rattraper le début. Allez, ciao, bisous, bonne nuit, à la prochaine. Ciao.